Bon, tout d'abord, merci. Donc, nous allons débuter en fait cette série de cours sur les polymères, je dirais les polymères pris au sens large, à la fois les polymères minéraux et les polymères organiques. Alors, je me permets de vous rappeler très rapidement les différents cours qui vont avoir lieu, je dirais, d'ici à la mi-décembre. Donc, 3 premiers cours sur les processus, je dirais, de condensation ou de polymérisation qui tournent autour de la chimie minérale, où à chaque fois, bon, je montrerai quelques exemples d'interface en fait, de ces systèmes basés en fait, sur des cations métalliques et des polymères organiques. À la 4e leçon, elle sera totalement, je dirais, dédié à l'interface vraiment avec des polymères, des assemblages à base de polymères et de la chimie minérale de type sol-gel. La 5e leçon, ce seront plutôt des assemblées de type supramoléculaire qui seront utilisées pour minéraliser, pour utiliser en fait ces systèmes d'organogènes comme gabarits minéraux. Et le dernier cours sera une discussion sur ce que l'on appelle au jour d'aujourd'hui les matériaux autoréparables et en fait et les promesses qu'il y a derrière ce type de thèmes et de matériaux. Alors chacun de ces cours va être enrichi grâce à un séminaire en fait, de mes collègues les professeurs Bernadette Charleux, Jean-Pierre Jolivet, Alan Mala, Étienne Duguay, Yvan Huck et Ludwig Leber qui viendront donc compléter, enrichir, ouvrir un petit peu le point de vue, je dirais, sur des aspects à la fois fondamentaux et également des aspects qui concerneront plus directement la recherche qu'ils mènent dans leur laboratoire. Alors au jour d'aujourd'hui, je vais essentiellement centrer en fait mon séminaire sur la polymérisation minérale. Alors, je me permets de vous rappeler des choses que vous connaissez très bien. En fait, les polymères organiques, bon, via des réactions de polymérisation radicalaire avec des monomères tels que les méthylmétacrylates, vous obtenez des polymères du type plexiglas. Également, via des réactions de polycondensation organiques en utilisant des monomères multifonctionnels tels que des acides carboxyliques et des diamines pour former par exemple des polyamides de type nylon ou bien des acides dicarboxyliques avec des dialcools pour obtenir en fait des polyesters de type tergal. Donc ça c'est en fait ce que tout le monde doit avoir en tête lorsque l'on parle, je dirais de façon très restreinte, de polymérisation organique. Alors, à côté de ces procédés, il existe en fait d'autres types de polymérisation qu'on appelle des polymérisations minérales ou sol-gel, qui utilisent des précurseurs moléculaires. Et dans ces systèmes-là, eh bien, le réactif principal va être l'eau qui va permettre d'initier finalement des réactions de polycondensation où, à nouveau, comme en chimie organique, on élimine des petites molécules qui sont des molécules d'eau ou d'alcool pour former des réseaux, des gels, dans le cas présent, des gels de silice. Il existe un 3e volet de type de polymérisation minérale, ce qu'on appelle la polymérisation par coordination. Cette fois-ci, c'est un ligand en fait, polyfonctionnel, au minimum difonctionnel, qui va s'associer avec des centres métalliques ou des clusters pour former en fait, des réseaux parfaitement définis, des réseaux hybrides, qui, dans certains cas, et dans de nombreux cas à l'heure actuelle, sont des réseaux qui vont être cristallins. Alors, au niveau donc des réactions de polymérisation minérale par chimie douce, il y en a 4 principales. Donc la polymérisation par coordination sera traitée dans la 3e leçon. Les processus non hydrolytiques dans lesquels le réactif justement n'est pas l'eau sera traité, cette partie-là sera traitée la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je vais essentiellement me centrer sur les processus de polycondensation hydrolytique qui peuvent avoir lieu en phase aqueuse. Donc là, le solvant est l'eau. Et donc, on active en fait des précurseurs qui sont des sels métalliques essentiellement via des sauts de pH pour obtenir des espèces actives hydroxylées qui ensuite polycondensent pour obtenir des oxydes ou des hydroxydes ou dans certains cas des hybrides. Et à l'opposé, je dirais la phase organique où cette fois-ci on a des précurseurs de type métallo-organique, en général des alkoxydes. L'eau n'est pas le solvant, en général le solvant est un milieu où l'eau est simplement le réactif et le solvant est de l'alcool. On génère également des groupements réactifs du type métal-hydroxyde pour former à nouveau des réseaux d'hydroxyde, d'oxyde ou des hybrides.
Alors au jour d'aujourd'hui, je vais donc me centrer sur cette partie-là, sur les réactions de polycondensation hydrolytique, soit en phase aqueuse, soit en phase organique. Et ces types de réactions sont déjà très utilisés à l'heure actuelle pour générer des matériaux nanostructurés ou des nanomatériaux avec un très bon contrôle à la fois, je dirais, morphologique, textural et de composition chimique. Bon, voilà simplement quelques exemples de nanoparticules. J'ai pris ces exemples dans les équipes du laboratoire. Donc, ce sont des particules d'oxyde de fer, la magnémite ou alpha Fe2O3, donc, ou de la nanomagnétite. Donc, ces systèmes-là sont porteurs de moments, sont magnétiques. On peut également élaborer en fait, des oxydes via ce type de procédé. On peut également élaborer des oxydes nanostructurés tels que ces films mésoporeux ou bien des systèmes fibreux anisotropes de type TiO2 rutile ou bien également des systèmes plus compliqués, plus complexes, porteurs donc de plusieurs centres cationiques, des silicates de magnésium et de zinc qui dans ce cas-là portent finalement des centres luminescents de type manganèse 2 qui sont en fait qui ont la propriété d'avoir une luminescence retardée simplement parce qu'on inclut des pièges à l'intérieur du matériau. Mais en fait, ce n'est pas le propos de mon exposé aujourd'hui. Alors, donc, ces matériaux-là, évidemment, servent du côté des systèmes magnétiques. En fait, il y a toutes les applications autour des ferrofluides. Alors, avec les joints de disques durs, les amortisseurs. Également, en médecine, ce sont des systèmes qui sont déjà très utilisés pour le triage, le traitement hyperthermie, ou également avec, je dirais, des finalités purement esthétiques ou artistiques, comme vous le voyez dans cette photo. Également, les oxydes à base d'oxyde de TiO2 sont des très bons semi-conducteurs qui ont des propriétés en photocatalyse et ils sont utilisés essentiellement pour la dépollution ou pour l'auto-nettoyage des vitrages, comme vous le voyez, en fait. Ceci est une représentation en fait, du Grand Théâtre National de Pékin. Et puis les systèmes multicationiques luminescents ont été développés par des équipes du laboratoire pour l'imagerie du petit animal en utilisant justement cette propriété de fluorescence retardée. Donc ces processus hydrolytiques en fait, ont l'avantage donc de passer par des voies fluides, ce qui permet des méthodes de mise en forme aisées, toutes comme celles que l'on trouve en fait, dans les polymères. On peut utiliser en fait, la formation de filtres par extrusion ou par extrusion simple ou extrusion électroassistée pour former par exemple des fibres et textiles réfractaires. On peut également générer des monolithes qui dans ce cas-là sont colorés simplement parce que ce sont des systèmes hybrides qui contiennent des colorants. Et comme toute cette chimie est faite à des températures de l'ordre de la température ambiante, eh bien, elle permet en fait une bonne accessibilité à des composites organominéraux. Bon, également, le moulage en fait, des pièces peut être obtenu avec des formes de plus en plus complexes. Ici, vous voyez par exemple un monolithe de silice qui a été fait, je dirais, en une étape, et essentiellement donc, pour de l'optique géométrique. Alors la mise en forme, bon, ça ne s'arrête pas aux monolithes et aux fibres. On peut également, grâce en fait à des procédés d'induction laminaire ou de trempage, faire des revêtements fonctionnels variés sur des petites tailles ou des grandes tailles, donc des systèmes anti-réflecteurs ou des systèmes anti-salissure, anti-pluie, fortement hydrophobes ou hydrophiles. Également, en fait, des systèmes avec des fonctionnalités sous forme de film qui peuvent accepter accepter des charges et donc des électrons, des systèmes qui vont changer de couleur soumis à un champ électrique via l'insertion de petits cations protons ou lithium. Donc ça va pouvoir donner des systèmes intéressants pour l'affichage, également des systèmes intéressants pour les aspects batterie ou photovoltaïque, également des systèmes où la structure cette fois-ci est macrocellulaire, tels que dans les mousses d'oxyde ou dans les aérogels. Alors là, on aura des propriétés intéressantes comme matériaux support pour la catalyse ou la biocatalyse, avec des porosités hiérarchiques et donc intéressantes pour ces propriétés-là, ou bien dans le cadre de la formation d'aérogels également. Bon, il y a des propriétés isolantes et des propriétés isolantes aussi bien thermiques qu'acoustiques qui sont tout à fait remarquables. Alors si on revient maintenant sur la chimie de base, la chimie donc des réactions de polycondensation hydrolytique. Tout d'abord, les phases dites aqueuses, en fait, ce qu'on utilise, donc c'est un sel métallique au départ, et on va donc dissoudre ce sel métallique dans l'eau, et tout commence en fait par la dissolution de ce sel métallique dans l'eau. Donc, lorsque l'eau est un solvant protique polaire avec une forte constante diélectrique, un
un fort moment. Et donc, en fait, ce sont ces propriétés qui permettent de solubiliser dans l'eau de nombreux sels, en particulier de nombreux sels minéraux. Mais l'eau n'a pas uniquement cette propriété. Grâce à ces doublés d'honneur sur l'oxygène, en fait, l'eau a un caractère base de Lewis nettement marqué. Et donc, elle se trouve en présence dans le milieu réactionnel de cations métalliques qui, eux, sont des acides de Lewis. Et donc, évidemment, il va y avoir des associations acides-base de Lewis. Et la première chose que va faire un cation dans l'eau, c'est de se dissoudre et donc de se solvater et d'utiliser finalement les molécules d'eau qui vont être disponibles autour de lui pour en fait créer une sphère de coordination. Sphère de coordination dont la taille va dépendre également, le nombre en fait de coordination va dépendre directement de la taille du cation. Et la nature en fait de la liaison qui va s'engager entre la molécule d'eau fixée sur le centre métallique et le centre métallique va dépendre en fait très fortement, je dirais, de la charge, de l'électronégativité du cation et de sa taille. Et donc cette liaison va être plus ou moins fortement polarisée. En particulier, cette polarisation de la molécule d'eau fixée va entraîner finalement des déprotonations de cette molécule d'eau pour créer des groupements hydroxylés en libérant des protons, voire des groupements oxo. Et donc ces réactions équilibrées vont essentiellement dépendre en fait de la charge du cation, de sa taille, donc, ou tout du moins de son pouvoir polarisant, le rapport Z sur R, de l'électronégativité et du pH. Et donc en fonction donc, de ces paramètres, on va obtenir des systèmes qui vont des cations dont la composition chimique va dépendre au premier ordre essentiellement du pH et de la charge du cation. Et donc en général, on représente finalement ce type de formalisme dans un diagramme charge-pH où on distingue plusieurs domaines pour le ligand aquo, hydroxo ou oxo en fonction du pH et de la charge du cation. Alors, il y a deux domaines, je dirais, un peu extrêmes, qui est pour les cations de charge élevée, comme les vanadates, les tungstates ou les systèmes à base d'oxyde de manganèse. Eh bien, on va avoir donc des cations très fortement chargés qui vont fortement polariser la liaison chimique et créer en fait des systèmes qui vont être stables sous forme oxo. À l'opposé, pour des cations, je dirais, plus faiblement chargés, typiquement des cations divalents, tétravalents et trivalents, eh bien, la réaction va être limitée, je dirais, soit à la formation de complexes aqueux, soit à la formation de complexes hydroxylés. Donc on va avoir deux grandes familles de systèmes, celle basée donc, de cations de forte charge sur la formation donc, de complexes oxo-hydroxo et des cations de plus faible charge basées sur des complexes essentiellement aquo-hydroxo. Donc maintenant qu'on a très rapidement rappelé un petit peu les bases en fait, de la solubilité en fait, de cations dans l'eau, pour démarrer une réaction de polymérisation, eh bien, il faut une première étape, une étape d'initiation, qui est en fait l'étape d'hydroxylation. Typiquement, si vous utilisez des cations peu chargés tels que l'aluminium, hexaaquo, eh bien dans ce cas-là, vous n'avez pas de nucléophile. Il va falloir donc créer le nucléophile pour pouvoir amorcer la réaction de polymérisation. Et ça va se faire en arrachant finalement des protons à la molécule d'eau. On va avoir donc tendance à additionner finalement de la base pour augmenter le pH et se déplacer d'équilibre vers la formation de MOH. Donc à l'opposé, dans le domaine des complexes oxo, donc des cations de forte charge, eh bien on a des nucléophiles qui ne sont pas d'excellents nucléophiles d'une part, et d'autre part on n'a pas de groupe partant. Donc à nouveau, il va falloir créer finalement ces groupes réactifs du type métal-hydroxyle, essentiellement dans ce cas-là par en fait une addition de protons, par une protomation du groupement oxo pour former le groupement MOH. Alors les différentes façons, je dirais, de modifier finalement les conditions de pH, il y en a un certain nombre, donc simplement par l'addition de protons, donc d'acide ou de base. Également, on peut utiliser finalement des réactions de thermohydrolyse où on va déplacer les équilibres complexes aquo, complexes hydroxo, complexes oxo via la température. On peut également pénétrer
le domaine en fait, du ligand hydroxo, qui est le domaine intéressant pour les réactions d'hydrolyse et de condensation, via des modifications de l'état d'oxydation du cation, ou bien utiliser des bases ou des acides retard. On va pouvoir déclencher finalement la formation de protons ou de bases, par exemple sous une sollicitation thermique ou une sollicitation photochimique. Alors donc ces complexes hydroxylés, une fois qu'on a formé donc, ces nucléophiles réactifs, là, à partir de ce moment-là, on va avoir des possibilités de condensation. Et en particulier, du côté des complexes aquo-hydroxo, on a en fait un très bon nucléophile et des groupes partants qui restent dans la sphère de coordination. Donc en fait, les réactions de condensation vont avoir lieu via des réactions d'olation, donc formation de ponts MOH entre les métaux, donc des ponts simples ou des ponts doubles. Par contre, dans le cadre des complexes oxo-hydroxo, nous n'avons pas de groupe partant, et donc ce vont être des réactions de substitution nucléophile de type oxylation, où finalement l'activation du groupe partant va se faire dans l'état de transition via finalement le transfert de ce proton du groupe hydroxyle vers un futur groupe partant et élimination du groupe partant. Donc, complexe aquo-hydroxo, généralement, donc, les réactions de polycondensation limitées sont des polycondensations basées sur de l'olation, alors que pour les complexes oxo-hydroxo, on aura plutôt en fait les premières étapes qui auront lieu via des réactions d'oxylation. Alors, donc, pour les complexes donc, de faible charge dans le domaine aquo-hydroxo, eh bien, on va pouvoir, en fonction donc, de la modulation de pH que l'on va amener à la solution, modifier le degré d'hydroxylation du cation métallique dans l'eau. Et donc, générer finalement des systèmes qui vont polycondenser. Et donc, en particulier, tant que le degré d'hydroxylation du cation reste faible, on va former en fait des composés moléculaires, des polycations, avec des nucléarités en général qui sont inférieures à 20. Et donc, en fait, ces systèmes vont résulter d'une condensation limitée de ces systèmes. Alors, des exemples qui sont bien connus, ce sont les polycations de l'aluminium qui ont été caractérisés à la fois par RMN de l'aluminium. Donc, on voit très bien, je dirais par exemple, les structures de type Keggin de ce polyanion-là qui a également été isolé et analysé par diffraction des rayons X. Donc, en fait, en fonction du taux d'hydroxylation, eh bien, on obtient des polycations de plus en plus condensés. Et également, bon, au niveau des données, de ce qu'on a dans la littérature, ce sont pour l'essentiel non seulement de la RMN, mais des diagrammes de spéciation qui sont faits, je vous le rappelle, dans des conditions de forte dilution. Alors, pour les complexes de forte charge, donc on va être dans le domaine des complexes aquo-hydroxo. Et donc, cette fois-ci, on va acidifier le système. Non, pardon, je suis toujours dans le système complexe aquo-hydroxo, mais ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, bon, ces systèmes de condensation limitée, eh bien, ne sont finalement que des composés moléculaires qui ne sont pas finalement les précurseurs du solide. Les phases solides sont obtenues en passant par ce qu'on appelle le complexe de charge nulle, et dans ce cas-là, on obtient une condensation qui est illimitée. Ce type de complexe pour lesquels en fait le taux d'hydroxylation du précurseur est maximum et la charge est zéro, présente une plus haute réactivité. En particulier, le fait d'hydroxyler le métal augmente très fortement l'électroposité du métal, augmente également la labilité des groupes partants qui, dans le cas présent, vont être des molécules d'eau, et également le fait d'utiliser des précurseurs neutres minimise en fait les répulsions électrostatiques. Et donc, on peut, grâce en utilisant des conditions de pH pour lesquelles, finalement, je peux créer en fait ce précurseur de charge nulle, polycondenser en fait des précurseurs hydroxylés pour aller former des solides. Alors, un exemple, je dirais, qui est des plus simples, c'est l'utilisation de cations divalents, totalement hydroxylés par acidification. Par ajout de base, pour former en fait via des réactions d'olation en cascade des précurseurs qui vont s'assembler pour former des plaques, des plaquettes, des systèmes lamellaires qui vont générer par exemple des hydroxydes du type MOH 2 fois qui ont des structures de type lamellaire comme dans le cas de MgOH 2 fois et vous le voyez sur ce transparent qui est une microscopie qui met bien en évidence en fait ces structures en plaquettes.
Alors du côté donc, des complexes de forte charge, on est dans le domaine donc, des complexes oxo-hydroxo. Et donc dans ce cas-là, en fait, à nouveau, donc l'évolution de la charge va être associée finalement à une diminution du pH. Et également, donc, dans des conditions de protonation, des groupements oxo limités, on va obtenir des polyanions, donc des espèces moléculaires, que ce soit dans la chimie du vanadium, du tungstène ou du molybdène, de structures variées qui sont en fait des bras morts de la polycondensation. Alors, l'obtention de ce genre de polyanions a été largement répertoriée, vous voyez, dans des ouvrages qui datent des années 1960-1980. Et en particulier, il y a le groupe de Pierre Souchet qui a développé finalement toute cette chimie des polyanions et des polycations. Ça, c'est l'évolution des isopolytungstats en fonction du pH, vous voyez, en fonction donc, du taux d'acide introduit dans le milieu réactionnel, et bien on obtient toutes ces espèces moléculaires. De même, en fait, pour les vanadates, pour les isopolyvanadates, on obtient, en fait, en descendant le pH à partir d'une solution de métavanadate de sodium, on obtient finalement tout un ensemble d'espèces moléculaires dont les processus de formation résultent, en fait, de réactions d'oxolation. Alors, je voudrais un petit peu m'attarder sur cet exemple de chimie du vanadium. En fait, lorsque vous dissolvez un métavanadate dans l'eau, vous obtenez une solution transparente, en fait, avec ce vanadate qui est tétraédrique, ça se voit très bien par RMN. Lorsque vous acidifiez votre système, vous obtenez, en fait, pour des pH relativement acides, des espèces de type acide décavanadique, donc des polyanions du type V10O28 protonés. Et lorsque vous passez à des pH plus élevés, vous obtenez finalement des monomères cationiques chargés. Alors ces systèmes-là, en fait, ne sont pas les précurseurs finalement de la phase solide. Si vous laissez en fait vieillir une solution de vanadate, de décavanadate dans des conditions de force ionique relativement faibles, eh bien en quelques heures vous obtenez des gels d'oxyde de vanadium qui sont formés à partir en fait de ces précurseurs par formation finalement du complexe de charge nulle. Alors, comment peut-on justement travailler dans des conditions de force ionique relativement faibles? Eh bien, ce que l'on fait, c'est que l'on utilise un sel, donc le vanadate de sodium, et au lieu de l'acidifier directement en rajoutant de l'acide comme de l'acide chlorhydrique, où en fait on aurait un apport d'ions supplémentaires, on échange finalement les sodiums contre des protons sur une résine, et on obtient, vous voyez, cette évolution. Donc, en sortie de colonne, on obtient cet acide décavanadique. Et donc, dans les conditions, si on est dans les bonnes conditions de pH, donc avec un rapport H+ sur vanadium de 3 et des conditions de force ionique relativement faibles, eh bien, on peut obtenir des gels d'oxyde de vanadium qui, en fait, sont des gels d'oxyde de vanadium hydratés. Donc, en fait, on décrit finalement ce type d'évolution. On part d'un système tétraédrique que l'on protonne pour former des espèces polyanioniques. Et ces espèces polyanioniques sont ensuite redissoutes pour former le complexe de charge neutre, qui, lui, va être en fait le précurseur réel de la formation de ces fameux gels d'oxyde de vanadium. Alors ces gels d'oxyde de vanadium sont particulièrement intéressants parce que ce sont des gels qui présentent d'une part une très forte anisotropie structurale. Ils sont à la fois conducteurs protoniques puisque en fait cet oxyde donne lieu à des réactions de dissociation à l'interface eau-oxyde, et donc en fait c'est un système qui est acide, donc conduit les protons. Et également, cet oxyde de vanadium a des défauts, c'est-à-dire que tous les vanadiums ne sont pas dans l'état d'oxydation du vanadium 5, il y a quelques vanadium 4, et donc c'est également un conducteur électronique. Et donc le fait d'avoir des structures fibreuses, ça présente un certain nombre d'avantages, en particulier, je dirais, les seuils de percolation pour la conduction protonique ou électronique sont très vite atteints pour des concentrations en oxyde de vanadium relativement faibles. Également, le fait d'avoir des objets anisotropes, cela permet finalement de former, pour certains domaines de concentration, des cristaux liquides totalement minéraux qui sont intéressants, vous voyez, et qui présentent en fait des modes d'organisation de type lyotrope. Alors, donc, ces gels d'oxyde de vanadium, lorsqu'on regarde les mécanismes qui ont été proposés pour leur schéma pour les processus de formation, en fait,
On part en fait d'un composé de type vanadate que l'on acidifie pour former le complexe de charge nulle VOH 3 fois OH2, donc de charge 0. Ce composé très réactif va condenser via des réactions de délation pour former en fait des systèmes de chaînes simples qui ne sont pas favorisés au niveau anthropique, au niveau thermodynamique, mais en fait, ce qui génère en fait ces chaînes, c'est également le contrôle cinétique, puisque l'olation est un phénomène très rapide. Puis, via des réactions de condensation par oxydation, eh bien, on obtient des doubles chaînes alternées qui ensuite, par une seconde réaction d'oxydation, permettent d'obtenir finalement les feuillets de V2O5 qui correspondent à la structure en fait, des gels d'oxyde de vanadium formés. Alors, en ce qui se concerne donc la chimie donc en phase aqueuse, j'ai peut-être été un petit peu vite, mais je voulais un petit peu résumer pour me prendre un petit peu le temps de m'attarder sur la chimie en phase organique. Dans ce cas-là, en fait, ce sont toujours des réactions de polycondensation, mais vous allez le voir, les systèmes ne présentent pas du tout les mêmes types de réactivité. En particulier, donc, c'est les réactions de polymérisation à partir de précurseurs de type alkoxyde métallique, donc des alcoolates, des alcoolates variés, donc de métaux tels que le titane, le zirconium ou le silicium, ou bien également des alkoxydes modifiés, subissent en fait ces réactions de polycondensation via une première réaction d'hydrolyse, où à nouveau on forme le groupement réactif MOH, mais je vous rappelle que dans ce cas-là, on est dans un milieu haut alcool, puis des réactions de condensation, soit des réactions d'oxydation, de création de ponts oxygène avec élimination de groupements alcool, soit en fait des réactions d'oxydation avec élimination de molécules d'eau. Également, un troisième type de réaction, c'est la réaction d'olation, qui est très très importante, en particulier pour les systèmes à base d'oxyde de métaux de transition. Donc, je vais revenir sur ce point dans quelques instants. Alors, la chimie en fait de polymérisation en phase organique qui a été la plus développée, c'est la chimie en fait basée sur les alkoxydes de silicium. Et pour ça, il y a des raisons historiques en fait. C'est que les alkoxydes de silicium ont été développés très tôt au niveau de la synthèse. Vous voyez, dans les années 1844 par Ebelman. Et puis, ils ont pu être développés grâce à la synthèse en fait des chlorures de silicium qui avaient été développés une trentaine d'années plus tôt par Berzelius. Et donc, déjà à l'époque, en fait, Jacques-Joseph Ebelman mentionnait la formation finalement de systèmes de gel de silice par hydrolyse en fait, des esters siliciques qu'il avait formés. Également, cette chimie du silicium développée très tôt, il y a d'autres raisons, donc indépendamment de l'abondance importante du silicium. Les précurseurs sont devenus très vite commerciaux, grâce en particulier au développement de toute la chimie du silicium et des silicones et des agents de couplage. Ces systèmes sont relativement stables et ils ont été également, je dirais, utilisés très tôt par les communautés à la fois des éolites et des argiles, les communautés des chercheurs des verres et des céramiques et également les communautés polymères. Donc en fait, non seulement il y a une utilisation, je dirais, très, très tôt de ces systèmes à base d'alkoxyde de silicium, mais également ce sont des systèmes qui présentent une bonne stabilité et également, donc, de par leur faible réactivité et leur bonne stabilité, eh bien, on peut mettre en œuvre un certain nombre de techniques de caractérisation qui sont bien adaptées en fait, au suivi en fait, d'évolution de ces systèmes. Donc ces systèmes à base d'alkoxyde de silicium s'hydrolysent et polycondensent pour former de la silice hydratée. Alors le silicium, bon, c'est un atome qui est petit et peu électropositif, et en général, donc, son expansion de coordination, elle est relativement difficile. Vous ne trouvez des états hyper coordonnés du silicium que dans des systèmes élaborés à pression et à haute pression, à haute température, ou dans des systèmes organométalliques bien spécifiques. Et donc de ce fait-là, en fait, l'état de transition qui va permettre de passer en fait qui va permettre de former via soit les composés hydrolysés, soit les composés polycondensés, va être un état qu'il va falloir activer fortement, et donc de ce fait-là, ces systèmes à base d'alkoxyde de silicium vont nécessiter une activation généralement par catalyse. Sur cette courbe, vous voyez l'évolution de la vitesse de disparition des monomères, vous voyez, en fonction du pH, en particulier, de chaque côté donc, du point de charge de point isoélectrique de l'oxyde, et bien vous avez en fait une catalyse qui est possible, soit en milieu acide, soit en milieu basique. Et cette vitesse, en fait, donc toutes les vitesses
d'hydrolyse-condensation des alkoxydes de silicium vont bien entendu dépendre du pH. Alors, on distingue donc des réactions d'hydrolyse, donc des réactions de substitution de nucléophiles, par donc, ajout d'une molécule d'eau dans la sphère de coordination du silicium qui doit monter, donc ça lui demande de l'énergie, transfert en fait pour protoner le groupe partant, élimination de la molécule d'eau. Des réactions de polycondensation, également des réactions de type SN2 par réaction d'un groupe hydroxyle réactif, formation d'un état hypercoordonné, donc ça demande à nouveau de l'énergie, transfert d'un proton pour éliminer un groupement alcool. Donc, en fait, ce sont des réactions qui passent en fait, par des états, je dirais, hypervalents, donc hypercoordonnés. Ces systèmes à base d'alkoxyde de silicium, je vous disais que l'un des grands intérêts, c'est que ce sont des systèmes qui sont finalement d'une réactivité qui est contrôlable, d'une réactivité qui est relativement faible, et on trouve dans la littérature de nombreuses finalement analyses en fait sur ces systèmes. En particulier pour des taux d'hydrolyse et de condensation ménagers, on a la formation de tout un ensemble de petits oligomères qui ont été très bien caractérisés en couplant à la fois de la RMN du liquide, la RMN du silicium 29, avec des techniques, typiquement des techniques qu'on utilise dans les polymères organiques, de la chromatographie en phase GAF sur colonne capillaire, couplée à une spectromasse, ça permet de faire une attribution, je dirais, complète en fait, de tous les oligomères formés pour des degrés de condensation relativement contrôlés et faibles. Par contre, lorsque vous augmentez, je dirais, les quantités d'eau et que vous allez vers la formation de polymères et de gel de silice, à ce moment-là, à nouveau, la RMN du silicium vous donne quelques informations, en particulier sur la connectivité du silicium, s'il est entouré de 1, 2, 3 ou 4 voisins. Également, ça vous permet de remonter au degré de condensation. En fait, il y a indépendamment de la spéciation des espèces et de la connectivité, l'analyse en fait de ces systèmes polymériques au niveau donc, des distributions de masse est relativement difficile. À ma connaissance, il y a eu très peu de travail qui a été réalisé dans ce domaine. Je voudrais en citer un qui est un travail de Bernard Cabane, qui a utilisé finalement de la chromatographie par perméation de gel pour séparer finalement les différents polymères formés. Et cette chromatographie, couplée à un appareil de diffusion de lumière qui travaille à angle quasiment nul, permet finalement d'obtenir en direct l'intensité diffusée qui est en fait le produit de la masse par la concentration et d'obtenir finalement ces courbes qui permettent d'évaluer finalement les tailles, les poids moléculaires moyens en fait, des polymères formés. Mais à ma connaissance, à part ce type de publication, il y a eu très peu de travaux réalisés dans ce cadre et ça c'est un petit peu dommage. Alors je vous disais que le silicium est un composé particulièrement peu réactif, donc il va falloir l'activer par des réactions de catalyse. Et donc a priori, une catalyse acide va permettre d'activer les réactions d'hydrolyse-condensation simplement parce qu'on va créer un meilleur groupe partant. Une catalyse basique avec des groupements, hydroxyle ou des groupements SiO- créés par arrachage du proton par la base, vont être de meilleurs nucléophiles que l'eau ou les groupements silanol. Et également, on peut utiliser finalement une troisième méthode de catalyse pour activer les composés à base de silicium, qui est ce qu'on appelle la substitution nucléophile assistée sur le centre de silicium, où on va ajouter un catalyseur typiquement du fluorure, qui a une très bonne affinité avec le centre de silicium pour former un complexe à 6 bases de Lewis, donc un complexe qui va déjà être hypervalent. Donc en fait, la formation de ce complexe qui est déjà proche de l'état de transition va permettre d'accélérer de façon énorme en fait, les réactions d'hydrolyse-condensation. Un système non catalysé, la gélation de la silice, c'est plusieurs jours. Un système catalysé à l'acide, ça peut être quelques dizaines, voire une centaine d'heures à la base également. Un système catalysé par des nucléophiles, la gélation de la silice peut avoir lieu en moins de quelques minutes. Alors donc la catalyse, elle augmente bien sûr les vitesses de réaction, mais elle n'est pas, je dirais, neutre, elle modifie également la structure des polymères formés. En particulier, si on regarde la catalyse acide, la catalyse basique et nucléophile, ce que l'on voit, c'est que les états de transition après protonation ou après addition d'un groupement hydroxyle- ou d'un F- sont soit positifs, soit négatifs. Et lorsqu'on regarde en fait les effets attracteurs électroniques des différents groupements
qui peuvent se positionner sur les polymères en croissance. On a cette séquence-là, ce qui veut dire que en catalyse acide avec un état de transition positif, eh ben, ce sont les groupes les moins substitués, donc les groupes terminaux qui vont réagir les premiers, et on va obtenir plutôt des polymères linéaires, alors qu'en catalyse basique ou nucléophile, où l'état de transition est négatif, eh bien, ce sont les systèmes les plus substitués, donc les siliciums centraux qui vont être les plus réactifs. Et donc, dans ce cas-là, on va obtenir des polymères branchés. Et donc, on peut donc résumer un petit peu la situation avec ces schémas simplistes. Donc, en catalyse acide, on aura des polymères peu ramifiés qui permettront d'élaborer facilement des films. Et en catalyse basique, on formera plutôt des polymères touffus, en fait, qui pourront être de bons précurseurs pour la synthèse de particules. Alors ces polymères, ces structures polymériques ne sont pas une simple vue d'esprit. Hein. Donc ces systèmes ont été caractérisés par diffusion de rayons X aux petits angles en particulier. Donc c'est une technique qui permet donc d'évaluer, donc l'intensité diffusée est sensible finalement aux fluctuations de densité de la matière, et donc ça permet d'évaluer finalement à la fois la taille des objets formés et leur structure en fonction de la décroissance en fait de l'intensité diffusée en fonction du vecteur d'onde. Et c'est une technique en fait qui permet d'explorer des domaines de détail communément dans un domaine allant à 1 ou de 1 à 100 nanomètres. Et en particulier, donc, les pentes en fait, de l'intensité diffusée, du logarithme de l'intensité diffusée en fonction du logarithme du vecteur d'onde, sont sensibles finalement à la forme en fait, des polymères, aux structures des polymères en croissance. Et en particulier, donc, les faibles pentes inférieures à 2 en fait, sont associées à de la formation de polymères linéaires ou des polymères peu ramifiés, alors que lorsque vous obtenez des pentes de plus en plus importantes, eh bien, elles sont associées à la formation, donc tout ça se modélise bien entendu, à la formation de polymères touffus, peu denses ou carrément de polymères touffus, voire à la formation de particules colloïdales lisses. Alors, ça c'était pour la chimie du silicium, donc une chimie peu réactive qu'il faut activer. Alors le cas de figure est totalement différent lorsqu'on s'intéresse à la chimie des métaux de transition, donc les alkoxydes métalliques des métaux de transition. En général, donc, dans le cadre des métaux de transition, contrairement au cas du silicium, eh bien, la coordinance en fait, du métal dans l'alkoxyde est bien inférieure à la coordinance, je dirais, qui satisfait le métal, c'est-à-dire la coordinance la plus stable, celle que l'on retrouve dans l'oxyde. Typiquement, dans le cas du silicium, entre le précurseur et l'oxyde, en fait, vous voyez que vous n'avez pas de variation de coordinance, donc vous passez par des états de transition associatifs. Dans le cas donc, des oxydes de titane, de cérium ou autres, eh bien, vous voyez que les précurseurs, la valence en fait, du titane TiOR4 ou COR4, bon, il va y avoir un écart marqué entre, je dirais, valence et coordinance la plus stable du métal entouré d'oxygène. Donc, en fait, déjà au départ, en fait, les alkoxydes métalliques ne vont pas se conformer dans des structures simples. C'est-à-dire qu'en fait, ces ligands alkoxy qui vont être des ligands qui vont avoir des effets sigma-donneurs et pi-donneurs vont justement calmer cette frustration de coordinance en formant des ponts intermétalliques. Et donc, en fait, en générant déjà à l'échelle du précurseur de la molécule des réactions des additions nucléophiles qui permettent d'augmenter la coordinance du métal. Et donc cette oligomération par pontage, je dirais que c'est une des caractéristiques de tous les alkoxydes de métaux de transition. Et cette molécularité va dépendre bien entendu de l'encombrement stérique, c'est-à-dire de la nature du groupement R, également de la valence du métal et de sa coordinance la plus stable. Et en général, ce qu'on observe, c'est que la molécularité, donc le degré d'association d'un alkoxyde, diminue avec la taille du groupement du radical organique, augmente en fait avec la taille du métal, c'est-à-dire avec l'écart en fait entre la coordinance préférée du métal et sa valence, et également dépend de la polarité du milieu. En particulier, bon, là, sur ce petit tableau, j'ai fait un résumé pour des alkoxydes tétravalents. Eh bien, vous voyez que dans le cas du silicium, bon, la question ne se pose pas. Coordinance et valence, l'écart est nul et donc le système reste monomérique. Alors que pour les octoxydes de titane, de zirconium et de thorium, au fur et à mesure qu'on a l'écart, je dirais, N-Z qui augmente, eh bien, on a des degrés, donc des nucléarités, des degrés d'association qui augmentent.
Alors ça, c'est vrai pour des solvants peu polaires non donneurs, tels que les alcanes et le benzène. Alors, à partir du moment où on va travailler dans l'alcool, eh bien, le solvant, l'alcool, qui est un solvant après tout donneur, va également se mettre en compétition, je dirais, avec la formation des ponts alkoxo pour également créer des structures d'oligomères différentes. Alors, dans le cas des alkoxydes de titane, pour résumer et illustrer la situation, eh bien, lorsque vous avez des groupements très encombrants, eh bien, vous obtenez des alkoxydes de titane qui sont monomériques. Lorsque vous diminuez donc l'encombrement stérique avec des radicaux primaires, eh bien, vous obtenez des trimères en solution dans le benzène ou dans les alcanes. Et dans les solvants polaires comme l'alkeur, à ce moment-là, vous obtenez des dimères solvatés, où là, vous avez la coordinance 6, en fait, qui est la coordinance que recherche finalement le titane, la coordinance la plus stable, celle qu'il a dans l'oxyde. Alors, dans l'état solide, vous trouvez également donc, en fait, des composés cristallins dans lesquels le titane est entouré donc, de 6 voisins oxygènes avec des groupements à la fois terminaux et pontants. Alors donc, cette différence de réactivité en fait, des alkoxydes de métaux de transition va se traduire également par des différences notoires dans les réactions de polycondensation, non seulement dans les réactions d'oligomérisation des précurseurs, mais également dans les réactions d'hydrolyse et de polycondensation. Alors je vous rappelle que dans des conditions limitées d'acidification, vous obteniez en fait avec des précurseurs en phase aqueuse des espèces moléculaires chargées, et bien de même, lorsque vous contrôlez le réactif qui va être l'eau de façon précise au moment de l'hydrolyse et de condensation d'alkoxyde de métaux de transition, ce contrôle peut avoir lieu soit en diluant dans un solvant des petites quantités d'eau, soit en générant l'eau in situ via des réactions, je dirais, d'estérification et de crotonylisation. Il faut rappeler qu'en fait, tous ces métaux de transition sont des acides de Lewis et donc catalysent finalement ce genre de réaction. Donc si vous contrôlez les quantités d'eau à ce moment-là, cela vous permet d'obtenir à nouveau, vous voyez, des espèces moléculaires qui sont neutres dans le cas donc, des phases organiques avec en fait des structures parfaitement répertoriées. Ce sont un peu les analogues, je dirais, des polyanions et des polycations qui sont observés dans les phases aqueuses. Alors, en particulier sur ce transparent, je vous ai reporté en fonction du taux d'hydrolyse, en fait, les isopolyoxoalkoxydes, les polytitanates, en fait, qui sont formés, en fait, et qui ont été répertoriés dans la littérature. Vous voyez, à nouveau, en fait, vous avez des degrés de condensation qui restent, je dirais, entre 3 et 20, limités, avec des espèces neutres, et évidemment des stabilités de ces objets-là qui vont dépendre, finalement, du degré de condensation. Alors, lorsque l'on regarde les aspects réactivité justement des alkoxydes de métaux de transition, je vous ai dit que déjà le point important et qui justifie finalement les différences de structure au départ, c'est justement cette frustration de coordinance. Et c'est à nouveau elle qui va être le moteur principal de la forte réactivité des alkoxydes de métaux de transition. Alors pour vous convaincre, j'ai choisi cet exemple. Vous voyez, dans le cas du silicium, c'est un système qui s'hydrolyse et qui condense relativement lentement. Vous avez une électronégativité de 1,74 et en fait une coordination dans l'oxyde et une coordination dans le précurseur qui sont égales. Dans le cas du titane, vous avez un système qui est beaucoup plus électropositif et vous avez cet écart, je dirais, entre la coordination dans l'oxyde et la valence et le nombre de voisins minimum que l'on peut avoir dans le précurseur de type alkoxyde. Donc on pourrait se dire, eh bien, c'est plutôt le caractère électropositif du métal qui l'emporte. Eh bien, de mon point de vue, ce n'est pas la force motrice. La force motrice, c'est cette frustration de coordinance, parce que si maintenant je regarde ce qui se passe du côté de l'étain, qui a un système qui est moins électropositif, donc plus électronégatif que le silicium, eh bien, ce système est très très réactif. On a des précipitations très rapides des oxopolymères de l'étain avec des réactions d'olation qui sont en particulier très faciles. Et donc, en fait, l'argument, c'est qu'en fait, la force motrice en fait, de la forte réactivité de ces systèmes à base d'alkoxyde de métaux de transition, c'est justement cette coordinance qui est frustrée, qui permet finalement d'enclencher des réactions d'olation très faciles. Et donc, ce sont des réactions qui sont cinétiquement très favorisées. Et c'est ça qui justifie de la grande réactivité de ces systèmes. Alors on va avoir besoin, bien entendu,
de ralentir, de contrôler ces systèmes et donc de ralentir les réactions. Et a priori, pour ralentir des réactions de polycondensation, d'hydrolyse et de polycondensation d'alkoxyde à base de métaux de transition, eh bien, on va avoir deux solutions générales. On va jouer soit sur le pH en jouant sur le fait qu'on va pouvoir inhiber les nucléophiles, d'une part, donc les groupements MOH. En jouant sur le pH, eh ben, on va inhiber leur réactivité. Et également, je vous rappelle que je vous ai parlé essentiellement de réactions de polycondensation. Et l'une des caractéristiques importantes des réactions de polycondensation, c'est la réversibilité. Et cette réversibilité, eh bien, elle va dépendre également, je dirais, du pH. Donc on va pouvoir jouer sur ces deux facteurs-là, ou bien, puisque le moteur de l'activité importante en fait, à l'hydrolyse et à la condensation des alkoxydes est finalement cette frustration de coordinance, eh bien je vais, en utilisant en fait, par exemple des complexants, je vais finalement augmenter cette coordinance pour calmer la réactivité du précurseur initial. Alors donc là, ça c'est un exemple qui concerne les alkoxydes de titane. Donc l'isopropoxyde a une coordinance 4, donc c'est un système avec un groupement alkoxy secondaire donc encombré. Donc c'est un système qui est très réactif. Donc si j'ajoute par exemple une molécule complexante comme de l'acide acétique, je vais obtenir ce type de dimère où en fait je vais complexer finalement le titane en libérant une molécule d'alcool et en relâchant finalement la contrainte stérique, et ça va me permettre déjà d'augmenter un système qui a une coordinance plus élevée. Alors des complexants qui sont également très utilisés sont les bêta-dicétones, donc qui cette fois-ci se positionnent sous la forme d'un chélate, et de la même façon, en fait, cette bêta-dicétone va éliminer une molécule d'alcool pour former en fait de nouveaux précurseurs dans lesquels la coordinance finalement du titane va être augmentée par rapport à la coordinance du précurseur initial. Et donc ça va être une façon de freiner finalement les réactions d'hydrolyse et de condensation. Et en particulier, donc, le moteur, je le répète, c'est l'augmentation de la coordinance. D'autre part, le fait de rajouter des complexants sur le titane, ces complexants sont de moins gros groupes partant, donc en fait je vais avoir une fonctionnalité apparente qui va être diminuée, mais également elle va être diversifiée puisque je vais pouvoir éventuellement étendre des réseaux, je dirais, organiques en utilisant finalement les fonctionnalités organiques qui sont relativement stables. Et donc tout ça, ça va me permettre de ralentir les réactions d'hydrolyse et de condensation. Alors dans l'étude finalement des composés à base d'alkoxyde de métaux de transition, et bon, je voudrais simplement me focaliser sur le cas du titane, eh bien on peut obtenir en fonction du taux de poison, du taux d'inhibiteur, qui peut être simplement le taux de protons ou bien le taux de complexation et le taux d'eau. Pour une concentration fixe, eh bien, j'obtiens ce type de diagramme d'état. Ce ne sont pas des diagrammes de phase, ce sont des diagrammes d'état. Ou pour des taux de poison élevés, je dirais, quel que soit le taux d'eau, eh bien, je vais obtenir des dispersions colloïdales de particules. Et puis, donc, lorsque je vais diminuer le taux de poison et que je vais augmenter le taux d'eau, qui est le moteur finalement des réactions d'hydrolyse-condensation, eh bien, je vais obtenir des gels ou des précipités. Et donc ça, c'est vrai à la fois pour l'inhibition par les complexants et l'inhibition par les protons. Donc on obtient dans ce régime de concentration des sols transparents ou bien des gels plus ou moins opaques en fonction de l'endroit où on se positionne dans le diagramme, ou carrément des précipités lorsque je n'ai plus assez d'inhibiteurs et que j'ai trop d'eau. Et bien à ce moment-là, je ne peux plus contrôler finalement les réactions d'hydrolyse-condensation. Alors ces systèmes à base d'alkoxyde de métaux de transition polymérisés, donc ces oxopolymères de métaux de transition, sont également caractérisables grâce aux techniques de diffusion centrale des rayons X. En particulier, on peut analyser en fonction du domaine de taille, en fait, vers les petites tailles, on a des informations sur la taille des objets élémentaires, des clusters qui constituent l'agrégat polymère. Dans les tailles, vers les grandes tailles, on a des informations sur la masse du polymère dans son ensemble et également sur les répulsions entre polymères. Et dans le domaine intermédiaire, la pente en fait, de l'intensité diffusée en fonction du vecteur d'onde traduit finalement la structure des polymères qui sont en croissance. Alors ce que l'on obtient, vous voyez, c'est que
pour aussi bien de la catalyse, de l'inhibition avec des protons ou de l'inhibition avec des complexants. Les gels, en fait, sont des polymères ramifiés en général avec des dimensions, je dirais, des structures caractérisées par des dimensions fractales de l'ordre de 2. Les sols, eux, sont plutôt des polymères linéaires avec des dimensions fractales souvent inférieures à 2, alors que les précipités, en fait, sont des polymères plutôt touffus, je dirais, avec des dimensions fractales supérieures à 2 et très souvent de l'ordre de 3. Alors, évidemment, en ce qui concerne ces systèmes qui sont assez complexes, en fait, les mécanismes de réactionnels proposés peuvent avoir plusieurs visages, avec des visages plus ou moins complexes. Et je voudrais juste, à la fin donc, de cette leçon, illustrer finalement ce point. Alors, on peut proposer, bien entendu, des mécanismes de formation également à partir donc, de précurseurs, par exemple de l'alkoxyde de titane modifié avec de l'acétylacétone. On connaît par des données spectroscopiques la nature des précurseurs. On sait qu'en hydrolysant ces précurseurs, on obtient des sols de nanoparticules d'une taille aux alentours de 3-5 nanomètres, avec une certaine composition chimique. Les premières étapes nous permettent de mettre en évidence finalement des précurseurs chélatés hydroxylés. Et ensuite, on peut imaginer finalement des étapes d'hydrolyse et condensation, sachant que l'état final du matériau après, je dirais, traitement à 60-80 degrés en présence de protons, va être la formation d'une phase bien connue, la phase de TiO2 anatase, avec également des tailles qui sont des tailles en adéquation avec les tailles des systèmes colloïdaux obtenus de façon intermédiaire. Donc on peut proposer, vous voyez, un mécanisme de ce type. On va passer donc du monomère complexé au dimère hydroxylé à une chaîne et ensuite en fait à des germes qui vont donner naissance en fait à la phase TiO2 anatase. Alors tous ces mécanismes, vous voyez, c'est joli. On peut se dire, on va chercher un petit peu où sont les artefacts possibles. Il y en a un certain nombre. Alors le plus évident, c'est de se dire, là, quand j'obtiens la phase anatase, dans la phase anatase, tous les oxygènes sont entourés de 3 vasins titane. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle des ponts mu3 oxygène-titane. Et tous les intermédiaires réactionnels que j'ai utilisés dans la description de ce mécanisme-là, c'est basé essentiellement sur finalement, vous voyez, des ponts mu2 ou des ponts mu3 d'oxygène. Et donc, en fait, ce mécanisme est sous-tendu, finalement, ce mécanisme relativement linéaire est sous-tendu par, en fait, l'hypothèse que l'on n'a que des ponts mu2 ou mu3 dans ce système-là. Alors maintenant, lorsqu'on utilise des techniques comme la RMN de l'oxygène 17 pour caractériser finalement ces systèmes en cours de formation, vous voyez, ce que l'on voit, c'est que évidemment, on a ces ponts mu2, mu3, et ça, c'est en accord avec le mécanisme, mais on voit arriver ces fameux ponts mu4. Donc là, il y a une première gêne, se dire, finalement, le mécanisme tel que l'on le voyait n'est pas aussi simple. Mais ça, c'est quand même ce que l'on observe, je dirais, dans le liquide. Qu'est-ce qui se passe du côté du solide? Eh bien, on fait la RMN de l'oxygène 17 du côté du solide et on voit à nouveau la formation de pont mu2, la formation de pont mu3, ça c'est en accord avec le mécanisme proposé, et puis une grande quantité de ponts mu4. Et ces ponts mu4, eh bien, ils sont observés uniquement, justement, dans les espèces moléculaires qui sont finalement des clusters. Et ces clusters ont en général une quantité importante de ponts mu4 OTI, voire des ponts mu5. Et donc, en fait, ce qui veut dire que le mécanisme proposé précédemment reste quand même un mécanisme relativement simpliste. Et il faut faire attention, finalement, aux images, je dirais, relativement complaisantes que l'on peut avoir, qui sont importantes du point de vue éducatif et du point de vue pédagogique. Mais en fait, très souvent, le quotidien de la recherche dans les polymères, ce sont souvent des images qui sont quand même plus complexes que les mécanismes que l'on peut imaginer simplement. Alors, ce n'était pas un message, je dirais, un message négatif, pas du tout. En fait, ce que je voulais dire, c'est que finalement, dans ce domaine de la chimie hydrolytique, aussi bien aqueuse qu'organique, il reste de nombreux défis scientifiques à relever. J'en ai mentionné quelques-uns, en particulier la spéciation spectroscopique est difficile pour de nombreux éléments, en particulier les métaux de transition qui sont très intéressants au niveau des propriétés. La spéciation difficile de tous les éléments dans le régime de concentration de formation du solide, parce qu'en fait la plupart des données que vous regardez dans les livres,
eh bien, ce sont des systèmes en régime très dilué avec des diagrammes de spéciation, mais vous êtes très loin finalement des conditions réelles de formation du solide. On a très peu de données, à ma connaissance, je vous en ai montré une, c'est-à-dire le travail de Bernard Cabana, accès au diagramme de distribution en masse des polymères minéraux, c'est-à-dire arriver à séparer des polymères, ce que font de façon, je dirais, routinière les collègues en polymère. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se fait pas de façon très très bonne. Je dirais qu'il n'y a qu'un exemple en chimie, je dirais en chimie de polycondensation minérale. Pourquoi ? Parce que cette chimie séparative, elle est difficile, parce que ce sont souvent des systèmes qui sont très réactifs, soumis à des équilibres rapides, et on peut se poser la question si finalement il n'y aurait pas de modification du système par la mesure. Donc il faut arriver à trouver des conditions donc, de séparation et d'analyse qui soient relativement rapides. Se pose toujours le problème des fameux précurseurs de charge nulle, la mise en évidence des véritables SBU, donc des précurseurs de charge nulle, qui sont en fait des précurseurs hypothétiques, mais que l'on ne voit pas, puisque ce sont des systèmes qui sont très réactifs qui vont former le solide. Donc en général, ce que l'on observe, ce sont les étapes d'avant. Dans le cas du vanadium, ce que l'on voit très clairement, c'est du décavanadate ou de l'ion VO2 positif. Et lorsque le solide se forme, vous voyez par RMN le système perdre en intensité, donc ces deux systèmes se recombinent pour former le solide. Mais on n'a pas d'informations sur les vrais précurseurs. On n'a que des hypothèses, finalement, de travail. Alors, donc, ces mécanismes de formation du ou des solides restent encore peu nombreux. Même s'ils sont simplifiés, eh bien, il faut continuer dans cette voie-là. Très souvent, ils sont basés, je dirais, sur un raisonnement thermodynamique. C'est-à-dire qu'on connaît, en fait, le départ, on connaît l'arrivée, et avec quelques données spectroscopiques, on essaye d'imaginer, finalement, tous les chemins réactionnels. Et bien évidemment, ils sont basés sur la bonne intuition du chimiste. Alors, ce que l'on pourrait apporter, je dirais, de façon importante, pour contribuer à une meilleure compréhension de ces systèmes, il y a déjà un certain nombre d'expériences qui se sont mises en route, en particulier les premières étapes de la formation du solide, via, en fait, toutes les techniques qui vont être résolues en temps, comme l'EXAF, la diffusion des rayons X, la RMN, maintenant la microscopie. Donc, le suivi en temps du solide, le solide pendant sa formation, ça, ce sont des techniques qui ont déjà débuté, mais qui sont, à mon avis, capitales à développer, en particulier, là, je parle pour la jeune génération. Également, donc, il ne faut pas oublier que les précurseurs de la phase solide cristalline peuvent être complexes, amorphes, nanométriques, polydisperses, mais je dirais au jour d'aujourd'hui, grâce à un certain nombre de techniques, on peut quand même répondre finalement à ce type de questions. Et il y a vraiment une nécessité très forte, même si ces systèmes restent compliqués, il y a vraiment une nécessité très forte d'utiliser finalement la modélisation, DFT, dynamique ou autre, couplée finalement avec la bonne intuition du chimiste. Je pense que c'est une voie qu'il faut absolument développer. Alors, vous me direz, où est l'interface avec la chimie des polymères ? Ce sont des processus de polymérisation minéraux, mais ce sont quand même des processus de polymérisation. Mais il y a eu des interfaces qui se sont créées très tôt, en fait, avec la chimie des polymères. Je n'en citerai que deux. Ce sont des exemples que je reprendrai, je dirais, de façon plus posée dans les cours suivants. Très tôt, vous voyez, dans les années 85, en fait, les polyméristes comme Jim Marks se sont intéressés finalement à l'élaboration de composites à partir d'élastomères, de polydiméthylsiloxane et de charges de silice. Vous savez qu'une des obsessions des polyméristes qui travaillent sur les élastomères, ce sont justement les propriétés mécaniques. Et donc, c'est de contrôle de la bonne dispersion des charges, et en particulier, dès ces années-là, Jim Marks avait vu que, en fonction donc c'était une dispersion de précurseurs moléculaires que l'on hydrolysait dans le PDMS, en fonction d'une catalyse acide ou basique, eh bien, il obtenait des propriétés mécaniques qui étaient modulables, et en particulier, c'était associé au caractère plus ou moins ténu, je dirais, des polymères de silice formés, ou plus ou moins granulaires, donc en fait, avec des interfaces beaucoup plus ou moins étendues, selon que l'on obtient des systèmes en catalyse acide ou en catalyse basique, les catalyses acides donnant finalement les meilleurs résultats au niveau mécanique. Ça, vous le comprendrez très bien. Alors, il y a eu d'autres collègues polyméristes qui se sont penchés également sur des études un peu plus systématiques, sur le rôle finalement de ces interfaces diffuses, sur le comportement, transparence, propriétés mécaniques de différents polymères. Alors là, c'est un exemple assez simple, avec donc des polymétacrylates, où le groupement R peut être changé.
Et donc, pour des groupements R de petite taille, où on peut favoriser finalement ce type de liaison hydrogène, vous obtenez des gels et des verres composites avec en fait un degré d'homogénéité de transparence très important, alors que dès que vous commencez à augmenter la taille du groupement du radical R sur le polymère organique, et à ce moment-là, vous inhibez en fait une partie de ces interactions supramoléculaires et vous avez des systèmes qui donnent des séparations de phase plus marquées. Alors du côté donc des polyméristes, bon, je reprendrai dans la leçon 4 en particulier un grand nombre d'exemples justement sur cette interface entre chimie des polymères minéraux et chimie des polymères organiques. Donc vous voyez les hybrides transparents avec 50% de silice dans un polymère très hydrophobe. Donc ça, c'était en 84-85. Donc ce n'était pas l'écran du iPad, hein, c'était simplement un verre hybride posé en fait sur une feuille de papier avec vous voyez, un degré de transparence très bon. Alors du côté donc, des chimistes, je dirais, minéralistes, en fait, il y a eu des tentatives du côté de la chimie moléculaire, de la chimie de coordination, en particulier en utilisant, vous voyez, tous les objets moléculaires dont je vous ai parlé, les objets moléculaires qui sont formés dans les premières étapes de l'hydrolyse condensation, où on a une condensation qui est limitée. Ce sont des objets dont les structures sont bien connues, dont les structures sont bien cernées, dont la chimie dont on peut modifier finalement la structure via une chimie qui est contrôlée. Donc, à nouveau, les premiers exemples, on les trouve dans la chimie organique du silicium, où vous avez ces structures de type cube qui peuvent être modifiées avec des groupements polymérisables, mais également dans ces systèmes un peu plus complexes, dans la chimie des hétéropolyanions. On sait très bien faire en fait, des hétéropolyanions de structures connues et caractérisées. En variant le pH à partir de cet hétéropolyanion, on va créer une structure lacunaire, vous voyez, avec 4 sites réactifs oxygénés. Donc, dans une deuxième étape, une réaction avec un organosilane, avec un groupement R variable, permet de faire, vous voyez, un cluster qui va être porteur de fonctions qui vont être soit simplement des fonctions hydrophobes, et dans ce cas-là, ça va permettre de générer éventuellement de nouveaux amphiphiles avec un cluster, je vous rappelle, fortement négatif, et puis éventuellement des chaînes hydrophobes, ou bien R va être simplement une fonction polymérisable du type métacryle ou styryle, et donc on va pouvoir obtenir des systèmes composites, des systèmes polymères. Donc ça, ce sont les approches des collègues en fait, de chimie moléculaire. Également, donc, du côté des phases organiques, eh bien, les clusters également peuvent être modifiables via de simples réactions de transalcoolyse, puisque ces clusters, vous voyez, sont recouverts de groupements alcool, des groupements alcool qui sont réactifs, qui sont échangeables par d'autres fonctions alcool. Ces fonctions alcool peuvent être de façon contrôlée positionnées sur la surface de ce type de cluster, et ensuite donc des fonctions qui peuvent être polymérisables avec un groupe styryle, et ensuite, via des réactions de polycondensation, on va obtenir par exemple des verres hybrides organominéraux transparents. Hein, et donc en particulier, ces systèmes sont facilement transférables dans les milieux polymères. Alors ça, ce sont les tentatives, vous voyez, les premières tentatives au niveau historique, c'était dans les années 80, c'était Jim Mark. Puis du côté donc, des gens de la minérale, c'était également le début des années 90. Alors évidemment, il y a eu des progrès de fait, je dirais, au niveau du positionnement des fonctions, au niveau du contrôle des structures et des ultrastructures, aussi bien du côté des polyméristes que du côté des polyméristes organiciens que du côté des polyméristes, je dirais, minéralistes. Pardon. Alors là, je voudrais finir en fait ma conférence sur ce transparent. Vous voyez ici, ce que vous voyez, c'est un système triple cœur-disque-coquille qui a été élaboré par Bernadette Charleux et Maud Save, donc des collègues polyméristes, hein, donc, avec donc, au centre une bille de latex. Et sur cette bille de latex, on peut faire croître une première couronne en fait, de silice par un procédé de condensation minérale et en présence de tensioactifs, qui a une très forte porosité. Dans cette porosité, on peut inclure finalement des monomères et les greffer sur des monomères de polymérisation et faire croître une troisième couronne qui va être cette fois-ci un réseau de polymères organiques du type PMMA. Et donc, on peut éventuellement garder le latex pour avoir un système cœur-disque-coquille, donc latex, silice, PMMA, ou un système avec un trou au centre, donc un système vide, disque de silice,
et puis ensuite le polymère de PMMA. Donc en fait, ça, c'est un petit peu les avancées, je dirais, plus récentes, justement, à l'interface entre polymères minéraux et polymères organiques. Et donc ça nous permet donc de finir en fait mon exposé et vous présenter, je dirais, la conférencière qui va donc présenter finalement la conférence intitulée Le monde des matériaux polymères à la découverte des macromolécules synthétiques. Donc j'ai le plaisir en fait de recevoir professeur Bernadette Charleux, donc, qui est de l'Université de Lyon, localisé à CPE, mais de l'Université de Lyon, qui est également membre senior en fait, de l'Institut universitaire de France. Actuellement, Bernadette est professeure, mais elle dirige également une UMR, en fait, chimie, catalyse et polymères et procédés, et elle est directrice adjointe de l'ED, de chimie de l'Université de Lyon, donc également de fortes charges d'enseignement. Donc j'ai connu Bernadette Charleux, je dirais pratiquement dans ses premières années à Paris 6, lorsqu'elle était chargée de recherche. Puis elle est donc devenue professeure à Paris 6, au laboratoire de chimie des polymères. Elle était responsable de l'équipe de polymérisation radicalaire et auto-assemblage. Et elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est quelque chose, c'est dommage pour Paris 6, je dirais, c'est dommage pour les polyméristes parisiens, parce que c'était vraiment quelqu'un, et c'est quelqu'un de très haute qualité, dont les activités de recherche, en fait, c'est chimie des polymères, cinétique et mécanisme des réactions de polymérisation, beaucoup de contrôle sur tout ce qui est radicalaire, elle va vous montrer sans doute un certain nombre d'exemples, des matériaux hybrides plus récemment, et également des copolymères à bloc, amphiphiles, et étudiant en fait tous les procédés d'auto-assemblage. Et pour finir, ce que je voudrais vous dire, restez absolument à cette conférence. Bernadette, en fait, a été primée très récemment. Elle est la lauréate du prix Grammaticakis Neumann de l'Académie des sciences. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.